là, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va tester un Spitfire, avion mythique de la Seconde Guerre mondiale, qui a participé au débarquement en Normandie notamment, qui a participé à la bataille d'Angleterre. C'est un monument de l'histoire militaire, c'est un monument de l'histoire tout court. Pardon ? Bien bonjour, c'est Carnage. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser principalement à un youtubeur français, un youtubeur dont la chaîne marche un peu mieux que la mienne en même temps, c'est pas bien sûr, et qui a la chance de vivre des expériences extraordinaires de ce genre-là. C'est trop stylé. Non, vraiment. Non, mais rigolez pas, on va pas décoller en même temps. On décolle en même temps, c'est des barres. Oh la vache. J'ai peur de ce qui va se passer. J'ai l'impression qu'on va faire une vidéo. Oui, MXM, c'est à toi que je parle. Alors, je suis gravement jaloux de ce que tu as pu faire, parce que, comme tous les grands passionnés d'aviation, je suis amoureux du Spitfire et je rêverais de voler dedans. Malheureusement, le seul dans lequel j'ai pu monter, c'était un Spitfire qui n'était pas en état de vol. C'était à Duxford en 2017, hein, j'ai fait une vidéo dessus, tu peux aller voir. Par contre, j'ai quand même entendu des trucs qui m'ont quand même gravement blessé. Donc, je vais me permettre de t'exposer lesquels. Et je tiens à préciser tout de suite, je suis pas un expert en aéronautique, je suis un grand passionné avec quelques connaissances qui se promènent à droite à gauche. Donc je peux faire des erreurs. Si les personnes qui regardent cette vidéo en trouvent, n'hésitez pas à les signaler dans les commentaires, hein, ça peut toujours servir et ça palliera à ma connerie propre. Allez, on y va. Alors en fait, j'ai l'impression que c'est un petit peu un Spitfire auto-école. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un double pédalier et un double levier. Bah non Maxime, bah non, je suis désolé, mais non, des pédales c'est bien sûr un vélo sur une voiture, mais non, pas dans un avion, on parle de palonnier dans un avion Maxime. C'est dommage, t'étais pas loin. Par contre, un levier, je suis quand même déçu, parce qu'un levier, non, on parle de manche à balai dans un avion en français, ou d'un joystick en anglais, mais on parle pas de levier. Ou alors c'est un levier pour commander autre chose, notamment dans Spitfire, tu as le levier qui va commander le train d'atterrissage qui est sur la droite, que tu as dû avoir normalement. La suite. Spitfire, ça veut dire cracheur de feu. Tu le savais? Moi non plus. Alors, le nom cracheur de feu, la traduction est bonne, c'est bien Maxime. Par contre, est-ce que tu sais pourquoi on l'appelait cracheur de feu? Il y a deux explications possibles. Soit c'est pour faire référence aux flammes qui sortent des pots d'échappement au démarrage, qui sont assez caractéristiques du moteur du Spitfire, mais on en reparlera. Soit c'est pour faire référence à l'armement du Spitfire, pour faire peur aux méchants d'en face, comme quoi le Spitfire peut faire très mal quand il tire. On en reparlera aussi. Spitfire, c'est avant tout une belle machine, un V12 de 1450 chevaux, avec un rayon d'action de 700 km. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? Eh bah, c'est pas beaucoup. Bon, bah du coup, on va continuer sur la motorisation. Hein. Donc, le Spitfire a eu plein de versions différentes, au moins 24, et je ne compte pas les Seafire qui étaient les versions marines et autres. Le Spitfire a été équipé, du coup, selon les versions, de plusieurs moteurs différents. Donc, les moins puissants étaient les Rolls-Royce Merlin. Les tout premiers étaient aux alentours de 1040 chevaux, et les plus puissants, alors pour simplifier, hein, les plus puissants étaient les Rolls-Royce Griffon, qui montaient eux jusqu'à 2400 chevaux, soit du simple au double, hein, même plus. Donc bon, le tien il faisait 1450 chevaux, il devait être entre les deux, je pense que ça devait être un Mark 9. De ce que j'ai pu trouver, c'était un Spitfire TR9, donc TR pour training. C'est un avion qui était, au niveau technologique, bien supérieur à son concurrent allemand qui était le Messerschmitt. Le Messerschmitt, c'est quoi, MXM? Et non, le Messerschmitt, c'est pas une marque de cuisine. C'est le chasseur allemand qui était beaucoup plus lent et qui clairement s'est fait décimer par les Spitfire. Le Messerschmitt, il y en avait à peu près 2500 appareils. Il y en avait beaucoup moins des Spitfire, mais comme technologiquement ils étaient moins avancés, ils se sont fait dégommer. C'est pas un affrontement à armes égales, pas du tout. C'est limite un massacre. Ok, là on va prendre 2 minutes pour s'arrêter là-dessus. Hein. Donc Maxime, tu parles de Messerschmitt, c'est bien, ça existe. Par contre tu parles duquel? Parce que Messerschmitt ça peut être tout ça. Hein. Et ça peut aussi être ça. Oui, ça peut aussi être ça. Donc en l'occurrence, en fonction des images que tu as montrées, et assez logiquement, tu parles du Messerschmitt 109, qui était le chasseur emblématique de Luftwaffe, qui fut accompagné ensuite par le Focke-Wulf 190, et certains autres qui ont eu un peu moins de succès. En plus de ça, dire que le Messerschmitt 109 était une mauvaise machine comparée au Spitfire, c'est un raccourci un peu trop facile. A l'époque, les ingénieurs allemands, que ce soit chez Messerschmitt, chez Focke-Wulf, que ce soit chez Henschel, Heinkel et les autres, étaient quand même parmi les meilleurs au monde. C'est pas pour rien que les Allemands ont été les premiers à mettre en service des avions à réaction. Un exemple de système tout bête que les Allemands ont mis au point pour simplifier la vie des pilotes et pour augmenter les performances de leurs machines, c'est les systèmes de contrôle du moteur. On va regarder ça tout de suite dans les cockpits.
Nous voici donc dans le cockpit virtuel, certes, d'un Spitfire Mark 5B dans le simulateur IL-2. Donc on retrouve toutes les commandes qu'on retrouve normalement dans un Spitfire. Hein. Alors il faut savoir que cette version-là a été mise en service 1 an après la fin de la bataille d'Angleterre, donc elle n'a jamais participé à la bataille. Mais bon, ça ressemble quand même assez fidèlement à ce qu'on a pu trouver sur le Spitfire Mark 1, Mark 2, avec quand même quelques nuances. Donc à droite, on retrouve la commande de train d'atterrissage dont je parlais tout à l'heure. Ici, hein, le gros machin blanc qui dépasse du cylindre noir. Au centre, le manche à balai du Spitfire, le fameux. Et à gauche, tout ce qui concerne le contrôle du moteur. Donc, on a en jaune le throttle. En gros, le throttle, c'est la manette des gaz. C'est l'équivalent d'une pédale d'accélérateur dans une voiture. Ensuite, la petite manette noire à droite. Alors là, je vais prendre des pincettes, mais des très grosses, parce que on va faire une analogie totalement fausse. On va dire que c'est l'équivalent dans une voiture de la boîte de vitesse. Même si c'est beaucoup plus complexe que ça. Tout à gauche, le petit machin blanc là, ça c'est le contrôle de la mixture. En gros, la mixture, ça permet de... Enfin, ou le mélange plus précisément. Ça permet de gérer le mélange air-essence en fonction de l'altitude pour compenser la perte d'oxygène. Tout au bout en rouge, on a le machin marqué push, enfin push, c'est la commande de boost, pour nous expliquer ce que c'est, hein, ça booste le moteur. Et enfin, pour terminer, on a ici le gros levier tout moche, avec des crans comme ça, c'est le contrôle des radiateurs du Spitfire Mark 5. Alors je ne sais pas s'il y a eu des Spitfire avec plusieurs contrôles de radiateurs différents, mais en tout cas celui-là il en a qu'un. Et pour vérifier que tout se passe bien, au tableau de bord on a des instruments, et notamment ici tout en haut on a le RPM avec le P qui est magnifiquement caché par l'aiguille, c'est le compte tour hein, tout simplement. En rouge le boost c'est l'équivalent de la pression d'admission pour savoir en fait comment sont réglés nos gaz, et ça permet aussi de voir en fonction de l'altitude si on perd ou pas de la puissance. Et en dessous, les trois cadrans, la jaune, orange et vert, c'est la température de... Non, alors, pardon, le jaune à gauche c'est le débit d'huile. Ensuite, le orange, c'est la température d'huile, et à droite, c'est la température du système de refroidissement du moteur. Et tout en bas, on a la jauge de carburant. Donc ça, c'est pour le Spitfire. Donc on résume, on a déjà 4 commandes complètes pour gérer le moteur, une commande pour gérer les radiateurs. On va voir comment ça se passe sur un Messerschmitt maintenant. Donc tout comme pour le Spitfire, nous voici dans un cockpit virtuel de Messerschmitt 109 E7. Alors je ne pense pas que le E7 ait participé à la bataille d'Angleterre, mais bon, il faudrait vérifier. Donc pour le contrôle du moteur, nous avons ici une grosse manette en fait qui va gérer à elle seule les gaz, le pas d'hélice, la mixture. Et c'est tout. Et le mode boost est inclus en fait dans la course de déplacement de cette manette là. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir 4 commandes, ici on n'en a qu'une seule, tout est simplifié. En revanche sur cette version là du Messerschmitt, on a ici un contrôle du radiateur, et on a même un petit témoin sur l'aile qui va vous dire où est votre radiateur en position, hein, on a le même sur l'aile gauche. Voilà. Ce qui est assez pratique, et on a un deuxième radiateur ici qu'on voit commandé à gauche, le levier à côté des gaz. Et pareil, hein, pour les températures, on a tout ce qu'il faut au tableau de bord pour savoir où on en est, et on a aussi la pression d'admission, enfin c'est pas tout à fait une pression d'admission, ils appellent ça des ATA, c'est un peu plus complexe, mais dans le principe c'est une pression d'admission, et en dessous on a les tours minutes. Voilà. Bon, je connais moins le 109 que le Spitfire au niveau des tableaux de bord et compagnie, mais dans l'ensemble c'est ça. Et s'il y a plusieurs radiateurs différents à contrôler, hein, ici en l'occurrence à droite et à gauche, parce qu'en fait c'est des systèmes différents qui sont gérés par chaque radiateur. On a un système qui va refroidir l'eau ou le système de refroidissement du moteur, et l'autre qui va refroidir l'huile pour éviter d'avoir des surchauffes dans tous les cas. Voilà. Pour parler performance, on va se focaliser sur le Messerschmitt 109 qui a servi pour la bataille d'Angleterre, à savoir le Messerschmitt 109 modèle E, Émile. Donc le Messerschmitt 109 modèle E était déjà un petit peu vieux hein, pour la bataille d'Angleterre, on va pas se le cacher. Par contre, était déjà équipé d'un excellent moteur qui était le Daimler-Benz 601, si je dis pas de bêtises, et qui était extrêmement fiable pour toutes les manœuvres, ce qui n'était pas le cas des premières versions de Spitfire, à savoir Mark 1, Mark 2, je crois, jusque Mark 5, qui ont été équipés de moteurs à carburateur qui avaient tendance à couper quand ils prenaient des jets négatifs. Autant dire que c'est quand même assez peu pratique. En plus de ça, le Messerschmitt 109 modèle E restait quand même assez efficace en haute altitude, à savoir 6 ou 7000 mètres, alors que le Spitfire lui était dans les choux depuis longtemps. Mais eux ils comptaient en pieds, pas en mètres, parce que c'est des Anglais les Spitfire. Par contre, le Spitfire surclasse très largement le Messerschmitt 109 en combat tournoyant, là où le Messerschmitt 109 est quand même plutôt à l'aise en combat vertical.
Alors je vais pas trop rentrer dans le détail, mais en gros, le combat tournoyant, c'est le chien qui court après sa queue, à l'horizontale, hein, sur un plan horizontal. C'est pour ça qu'on appelle ça un dogfight, d'ailleurs. Et le combat vertical, en gros, c'est un avion qui monte relativement haut, donc qui a une énergie potentielle, hein, due à sa hauteur, qui descend sur sa cible pour lui mettre une rafale bien placée, et qui remonte tout de suite après. Pour faire ce genre de manœuvre, il faut avoir une machine qui soit assez performante pour voler haut, c'est le cas du 109, ça tombe bien, qui soit assez fine pour bien conserver son énergie pendant la descente, et ensuite la restituer pendant la montée, se remettre en sécurité. Et ça, c'était pas le cas du Spitfire. Par contre, le Messerschmitt 109 se défendait très bien sur ce terrain-là. Alors non, le Messerschmitt 109 n'était pas complètement surclassé par le Spitfire, c'est vrai qu'il était un peu moins performant, mais ça restait quand même un combat à armes à peu près égales, quoi. Et de toute façon, le Messerschmitt 109 modèle E fut remplacé ensuite par le modèle F, puis par le modèle G, et peut-être même encore d'autres après, mais je suis pas sûr, qui eux, là, par contre, étaient vraiment des machines extraordinaires, quoi. Concrètement, la Royal Air Force, elle a deux chasseurs. Elle a le Hurricane et elle a le Spitfire. Et c'est ces deux chasseurs qui ont permis de remporter la bataille d'Angleterre. C'est pas seulement le Spitfire. Mais le Hurricane, il a vraiment été oublié parce que le Spitfire est beaucoup plus maniable, il est beaucoup plus stylé, etc. Mais le Hurricane, sa mission, c'était d'attaquer les bombardiers ennemis parce qu'il était plus robuste, il avait des meilleures défenses, un meilleur blindage. Et le Spitfire, son boulot, c'était d'aller défoncer les Messerschmitt, les chasseurs allemands. Je rappelle, c'est pas une marque de cuisine. Alors, tu parles de Messerschmitt, de Hurricane et de Spitfire. Par contre, Messerschmitt, comme on l'a vu précédemment, c'est une marque. Et Hurricane et Spitfire, ce sont des modèles, c'est pas des marques. Donc pour établir un petit peu l'équilibre, on va quand même parler des fabricants et des marques du coup de ces avions. Donc le fabricant du Spitfire, c'était Supermarine, qui s'est fait connaître dans les années 30 pour la construction d'hydravions de course, qui n'étaient pas toujours très performants, mais bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Et le Hurricane, lui, était produit par contre par la firme Hawker. Et justement, parlons-en du Hawker Hurricane. Il est vraiment mieux blindé que le Spitfire, comme tu dis ? Ah, j'ai un gros doute. À mon avis, si on envoyait le Hurricane sur les bombardiers allemands, c'était pour la simple et bonne raison que c'était un chasseur qui était quand même plus vieux que le Spitfire et qui était beaucoup moins cher à produire. Il faut savoir que le Hawker Hurricane était le premier monoplan de la Royal Air Force, donc il était quand même très inspiré de ce qui se faisait avant, donc des biplans. On en reparlera des biplans juste après. Donc à cette époque-là, pour faire un avion, on faisait une structure métallique en tube soudée. Parfois on mettait un petit peu de tôle rivetée par-dessus pour couvrir, et là on ne pouvait pas mettre de la tôle, on mettait de la toile, donc ce qu'on appelle de l'entoilage, donc du tissu. Le Hurricane c'est ça, c'était une structure soudée complète pour le fuselage, des tôles métalliques autour du moteur pour le protéger un petit peu, des ailes métalliques aussi. Par contre tout l'arrière de l'avion, ce n'était que de la toile, que de l'entoilage. J'ai un doute sur le fait que même les petits calibres soient arrêtés par ce genre de choses. Donc le blindage n'était pas une raison suffisante pour les envoyer sur des bombardiers. Par contre, le Spitfire, lui, était quand même entièrement métallique. Structure métallique, non plus en tube, mais structure complète avec ce qu'on appelle des couples et des lisses, avec dessus une tôle rivetée sur toute la surface du Spitfire. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Allemands, la Luftwaffe, Hermann Göring, etc., ils étaient persuadés qu'ils pouvaient défoncer la Royal Air Force et qu'ils allaient pouvoir gagner avec leur Messerschmitt tout pourri. Et du coup, ils se sont dit, nous, on a besoin de l'aide de personne, notamment de leurs alliés. Vous avez les alliés, les Italiens, c'est leurs alliés. On rappelle l'Axe, Mussolini, Hitler, tu connais, d'accord? Donc la Luftwaffe a toujours dit, nous, on veut remporter la bataille d'Angleterre tout seul, on n'a pas besoin des Italiens. Donc ils ont fait traîner les négociations avec les Italiens pour que les Italiens ne participent pas à la bataille d'Angleterre. Et quand la bataille d'Angleterre a commencé à être perdue, qu'ils étaient dans la merde, ils ont appelé les Italiens, ils ont dit, les gars, vous pouvez venir nous aider, on est dans le caca. Du coup, les Italiens, ils sont venus avec 200 appareils, c'était des chasseurs biplans, avec deux ailes parallèles, comme pendant la Première Guerre mondiale. Non mais les gars, mettez-vous à jour. Alors là, Maxime, désolé de te le dire, mais t'as chié dans la colle. Premièrement, l'illustration que tu utilises, selon moi, je peux me tromper, mais ça c'est un Henriot HD1, c'est un avion de construction française. Il est quand même con pour illustrer les Italiens. Et de deux, les biplans dont tu parles, ils ont vraiment existé, ça s'appelle des Fiat CR42 Falco. Par contre, les comparer à des avions de la Première Guerre mondiale, selon moi, c'est complètement foireux. Juste pour clarifier les choses, on va prendre une bonne machine de 14-18, on va prendre le SPAD 13, donc qui est effectivement un biplan, de construction française qui a principalement équipé l'armée française, qui était équipé d'un moteur Hispano-Suiza, encore de 235 chevaux et qui volait maximum à 222 km/h environ. Bon, c'était une machine entièrement en structure en bois avec de l'entoilage, donc ça c'est vraiment un avion de 14-18. En revanche, le CR42 Falco, lui, il annonce quand même 840 chevaux sous le pif pour 440 km/h de vitesse maximum, avec une structure entièrement métallique. On n'est plus du tout sur un avion de la Première Guerre mondiale. Et pour un biplan, c'est pas mal. Et d'ailleurs, si je fais biplan depuis tout à l'heure, c'est parce que le CR42 n'est pas vraiment un biplan. Un biplan, c'est les deux ailes identiques, plan supérieur et inférieur. En revanche, le CR42, lui, a un plan supérieur plus grand en envergure que le plan inférieur. Dans ce cas-là, on dit c'est ski plan.
Mais là, je pinaille comme un vieux chiant. Hein. Là, je suis en train de piloter l'avion. Je suis en train de piloter un Spitfire, qu'est-ce qu'il y a? C'est hyper facile. Je sens que c'est de la vieille mécanique, je sens la mécanique, c'est très bon, vraiment, incroyable. Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Au niveau de l'armement, le Spitfire, il avait deux types de mitrailleuses. Il avait un canon, donc deux canons qui tiraient des munitions de type 20 mm et des mitrailleuses. Et il avait aussi deux bombes au cas où. Il pouvait éventuellement effectuer un petit bombardement. Il avait deux bombes dessous au cas où. Alors là, pour l'armement du Spit, t'as pas tort, mais t'as pas entièrement raison. Le Spitfire, comme j'ai dit plus tôt, a eu énormément de versions différentes. Et si on a eu plusieurs versions de moteur, plusieurs versions d'ailes, plusieurs versions de fuselage, plusieurs versions de tout, on a aussi plusieurs versions d'armement, et on en retient 4 principalement. Donc les premières versions du Spitfire avaient les armements de configuration A. Donc la configuration A, c'était 8 mitrailleuses de 7,7 mm. Donc ça faisait plein de petits trous, et bon, c'était quand même assez efficace. C'était une doctrine militaire qui consistait à dire on prend plus de petits calibres que pas beaucoup de gros calibres. Et ça a notamment été utilisé par les Russes, notamment sur le Polikarpov I-16 pendant la guerre d'Espagne. Ensuite, on retrouve la configuration B avec 4 mitrailleuses de 7,7, donc les petits trous, hein, et 2 canons de 20 mm. Autant dire que là, les petits trous sont un peu plus grands, quand même. Puis la configuration C avec 4 canons de 20 mm. Donc là, c'est monstrueux, hein, il faut imaginer. Et pour terminer, la configuration... Eh ben non, il n'y a pas eu de configuration D, c'était la configuration E, avec 2 canons de 20 mm, donc les mêmes qu'avant, hein. Et par contre, ils ont remplacé les mitrailleuses anglaises par des mitrailleuses américaines de calibre 12,7 mm, ce qui équivaut à un calibre 50 chez les Américains. Autant dire que ça fait aussi très mal. Par contre, j'aimerais m'arrêter 2 petites secondes sur le fabricant des canons du Spitfire. C'était la marque Hispano-Suiza qui faisait ces armes-là, et elle ne faisait pas que des armes. Tout à l'heure, j'en ai parlé pour le SPAD, c'était le moteur du SPAD, était un moteur Hispano-Suiza. Ils ont aussi fait le moteur du Dewatin 520 que vous avez ici. Et ils ont fait aussi beaucoup plus tard autre chose, qui n'était pas un moteur, qui n'était pas un armement, qui était le train d'atterrissage du Concorde. Et oui. Voilà, bon, je voulais juste terminer pour revenir un petit peu sur le 109. On aurait très peu de chances de voir un 109 authentique, ou même en général une machine allemande authentique, que ce soit dans un musée ou que ce soit dans un meeting en vol, pour la simple et bonne raison qu'après la guerre, les Allemands ont dû payer une partie des réparations, puisqu'ils ont quand même cassé pas mal de choses, et que pour ça, ils ont rapatrié leurs avions et ils les ont fait fondre pour récupérer les métaux précieux, notamment l'aluminium qui les composait en grande partie. Ce qui fait que maintenant, des machines d'origine des années 40 allemandes, c'est extrêmement rare. Parfois, on retrouve une épave qui est retapée, mais ça reste quand même très anecdotique. En revanche, on peut encore voir en meeting et en vol des bûcherons 109, qui sont des Messerschmitt 109 qui étaient fabriqués sous licence en Espagne, avec un moteur différent du Messerschmitt 109 original, qui tournait pas dans le même sens. Et ça expliquerait des différences de performance entre les deux machines. À savoir que l'allemand était meilleur que l'espagnol. Dans tous les cas, un grand merci Maxime pour faire partager ces expériences, ces super images, parce que très franchement, c'est magnifique. Et on s'en lassera jamais, même si moi ça me rend de plus en plus jaloux de les revoir. Et continue comme ça surtout. Et la prochaine fois, s'il te reste une place pour un vol dans une machine de légende comme ça, tu peux penser à moi, ça me dérange pas du tout. Et en ce qui concerne la chaîne, ici, j'ai plusieurs vidéos en préparation. Malheureusement, j'ai d'autres projets en parallèle et je peux pas faire les vidéos d'abord. Donc les vidéos sortiront en mai ou juin 2018. Je peux pas faire avant. Et j'espère que ça vous plaira. Moi, ça me demande quand même beaucoup de travail, de préparation. C'est quelque chose que j'avais pas encore fait et j'espère que ça va marcher et que je vais réussir à faire ce que je veux surtout. Dans tous les cas, un grand merci et puis à la prochaine.